J'étais situé de l'autre côté de la rue quand les coups ont éclaté. Bien sûr, c'était deux coups rapides suivis par un autre coup. Tout de suite, je suis parti à courir vers le monument. L'agresseur était là et je n'étais pas conscient de ce qui se passait exactement. On va revenir maintenant sur un des événements les plus dramatiques de l'histoire canadienne récente. Celui que vous avez entendu, c'était dans nos archives d'Ottawa. Il s'appelle Martin Magnan. Le 22 octobre 2014, à Ottawa, un petit peu avant 10 heures le matin, il a fait partie des 6 citoyens qui se sont élancés vers le monument commémoratif de guerre. Il voulait porter secours à un militaire qui venait d'être atteint par balle. Et cette journée demeure gravée dans la mémoire de nombreux Canadiens, alors que le tireur est ensuite entré dans le Parlement. Alors, une décennie plus tard, donc, je retrouve ce matin Martin Magnan pour parler de cette journée. Bonjour, Monsieur Magnan. Bonjour. Alors, on entendait justement le témoignage que vous aviez fait, c'était avec notre collègue Louis Blouin, c'était 1 an après les événements. Donc, pouvez-vous nous ramener un petit peu à comment les choses se sont passées ce matin-là? Vous étiez fonctionnaire à Ottawa, vous marchiez à l'extérieur, oui. Puis là, tout à coup, des coups de feu. Oui. Des coups de feu. Bien sûr que j'ai de l'expérience de force canadienne, donc je sais c'est quoi des coups de feu. Puis mon père faisait de la chasse, bien sûr. Donc, je m'ai activé immédiatement, j'ai couru vers le site. Bien sûr, dans ma tête, je me disais toujours, go, 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 vas-y, apprends, réagis. Et c'est là que je suis devenu sur la scène, puis j'ai vu qu'il y avait un homme par terre, il y avait un militaire qui donnait le premier soin déjà. Margaret nous a rejoint à ce point-là. Les 2 autres militaires sont venus de sa tête et Barb nous a rejoint. Donc, on a fait une petite équipe, puis on a fait le premier soin. Est-ce que... Oui, c'est ça. Je me souviens de la scène. À l'époque, à Ottawa, on est arrivé rapidement sur les lieux avec d'autres journalistes. Puis, il y avait beaucoup de gens. Il y avait des policiers qui arrivaient aussi rapidement. Il y avait énormément de tensions sur place. Est-ce que vous compreniez ce qui venait de se passer? Bien, dans le moment, tu réagis. C'est seulement quand comme moi, j'étais sous ces jambes. Et quand on est tout dans un petit système de rotation, de premier soin, tu commences à regarder autour, puis tu vois du monde, tu vois plus de police, tu entends les sirènes. Et bien sûr, c'est comme si le temps devient plus fluo. Puis tes sens sont tous très élevés. Et à ce point-là, tu te dis comme, wow, c'est quoi ça? C'est surréel. Et bien sûr, c'est très, très sérieux, parce que c'est un être vivant dans tes mains. Et c'est très bizarre. Puis ça touche. Ah oui, c'est sûr. Vous avez tenu la main du militaire, justement, ce jeune homme de 24 ans seulement, Nathan Cirillo, qui venait de tomber. Est-ce que vous vous rappelez de ce moment-là? Oui, absolument. Bien sûr, on est tout près, là. Comme j'y vois le corps, la face, on est tout là sur lui. Et je lui mets la main avec ma main droite. Et à un moment, sa main a fait comme un petit twitch. Puis je me dis à moi-même que c'était sûr que c'était à ce point-là qu'il était passé ailleurs. Donc, je lui ai gardé la face. Et tu vois vraiment, la lumière n'était plus là. À quoi vous pensiez à ce moment-là? Bien, il y avait 1000 choses qui passent à travers les oreilles. Bien sûr, c'est vraiment, vraiment triste. Et c'est là que le plus trop de sérieux, l'ombre du sérieux commence à foncer dans le corps. C'était très, très froid, soudainement. Et bien sûr, pas longtemps après, les premiers soins d'ambulance sont arrivés. Ils ont dégagé quelques personnes, des 6. Il y avait moi, puis Carla qui a encore son corps. Ils ont fait l'examen du corps. Puis quand ils ont ramassé le sur une civière, ils sont partis avec. J'étais assis sur la tombe du soldat. Et je regardais le monument. Puis c'était vraiment impressionnant, mais c'était très froid. Très, très froid. 10 ans plus tard, M. Magnan, est-ce que vous diriez que vous êtes resté marqué par cet événement-là? Est-ce que vous y repensez souvent ou chaque fois? J'imagine que vous passez devant le monument? Oui, donc, comme c'est tout près d'où je travaille, ça fait partie de ma vie quotidienne. Il y a un monument là aussi, juste à la terre, c'est là. Bien sûr, les 2 premières années, c'était les plus difficiles parce que c'est toujours une bonne face. Tu dis tout va bien, tout est correct, mais entre les oreilles, ça n'a pas bien du tout. Puis il y a des conséquences de la vie. Je gérais plus ma vie personnelle super bien. Donc, il y a des conséquences comme dire quand tu gères pas ta vie.
Mais ça a pris le temps à guérir, puis à suivre des cours de guérison pour me retrouver. Puis 10 ans plus tard, mais je crois que ça m'a fait une meilleure personne parce que quand je vois du monde, je cherche à voir la lumière dans nos yeux. Est-ce que vous êtes resté en contact avec les autres citoyens comme vous qui s'étaient élancés vers Nathan Cirillo? Je sais que vous étiez allés aux funérailles, les 6 ensemble. Oui. Est-ce que vous leur parlez encore aujourd'hui? Oui, de temps à autre, on s'envoie des courriels, on reçoit des événements, des affaires de même. D'habitude, en octobre, on se voit sur le capable, sur l'anniversaire, et pour prendre un petit café, se rattraper sur la vie, voir comment les choses, mais bon, juste là. Avez-vous quelque chose de prévu cette année, ce mardi, le jour des 10 ans? Oui, je crois qu'on va se rencontrer le matin, ensemble, dans un restaurant. Et à quoi vous allez... Qu'est-ce que vous allez commémorer ce jour-là? À quoi vous allez penser? Bien, je dirais que c'est une clôture sur l'événement. C'est 10 ans, c'est beaucoup de temps à penser sur le pont. Là. Il faut toujours continuer. Et c'est intéressant de voir comment la vie de tout le monde a changé. À chaque année, on voit des petits changements. On faisait de la retraite, participer à Médecins sans frontières, des affaires de même. Donc, c'est une belle petite anniversaire. Puis, j'ai hâte. Ouais. Mais aussi, ça, c'est une journée triste. Ah oui. Sans doute une semaine chargée en émotions, ça c'est certain. Puis on va aborder la suite de cette journée, justement, du 22 octobre avec mon prochain invité. Mais d'abord, je vous remercie, Martin Magnan, d'avoir été avec nous ce matin pour partager vos souvenirs. Merci beaucoup. Plaisir. Au revoir. Alors, Martin Magnan, donc, nous rappelait ce qui s'est passé ce matin-là, un peu avant 10 heures, d'abord au monument commémoratif de guerre. Par la suite, le tireur, Michael Ze'ev Bibo, c'était un loup solitaire, un jeune homme, 32 ans. Il avait des croyances extrémistes. Il s'est sauvé ensuite du monument et il avait volé un véhicule. C'était à quelques mètres seulement du Parlement canadien, là, vous voyez sur la carte. Et sur place, au Parlement, il y avait bien évidemment des élus, d'autres fonctionnaires, il y avait des journalistes également, des caméramans, notamment le caméraman de Radio-Canada, Jean Brousseau, qui était sur place. On va vous présenter certaines des images qui ont été tournées ce jour-là. Vous allez voir, on sent beaucoup de tension. On entend les multiples coups de feu. Alors, je préfère vous en aviser. Voici donc les images que Jean Brousseau, notre collègue, avait filmées. Alors, toujours le 22 octobre 2014, donc il y a 10 ans, vous entendez les rafales de balles sur ces images. Le tireur, finalement, avait été tué à l'intérieur du Parlement. Vous vous souviendrez du sergent d'armes à l'époque, Kevin Vickers. C'est lui qui avait permis donc de mettre fin à l'épopée du tireur. Mais également, vous voyez évidemment les policiers qui étaient mobilisés sur place. Alors, je retrouve à présent, justement, Jean Brousseau, celui qui filmait ces images à l'époque, qui était caméraman, aujourd'hui retraité de Radio-Canada. Bonjour, Jean. Bonjour, Geneviève. Alors, on le voit avec vos images, justement. Vous étiez assez près de l'entrée du Parlement. Quelle est la première chose qui avait attiré votre attention ce matin-là? Rien. Absolument rien. C'était la routine, c'était la norme, oui. Absolument, c'est une journée de caucus. On est dans le hall d'honneur parce que les conservateurs sont d'un côté, les NPD de l'autre. Il y avait un groupe de trentaine de touristes avec qui je faisais la discussion sur mon travail, sur qu'est-ce que les gens font au Parlement, tout ça. Et après 5-7 minutes, j'ai dit, bon, ben moi, je dois retourner travailler. Vous pourriez peut-être retourner vers le petit musée ou dans le corridor qui donnait vers l'Est. Et c'est à ce moment-là que quand je me suis retourné, je suis allé à Macra et le premier coup de feu a retenti. Parce que là, il y avait donc des gens près de vous, il y avait du public. Où étaient les élus à ce moment-là? Les élus conservateurs étaient dans une salle adjacente, près, okay. Et le NPD en face. Alors, c'était comme le hall d'honneur et deux grandes salles à chaque côté. Ah. Et là, donc, vous entendez premier coup de feu. Là, on voit que les policiers essaient de vous protéger, essaient de vous faire reculer même, mais vous continuez de filmer à ce moment-là. Pour quelle raison? Oui.
Ben, disons qu'il y avait beaucoup de confusion. On ne savait pas trop aller, mais étant donné que j'étais tout près de ma caméra et que, si les gens se rappellent, pour ceux qui sont allés dans le Parlement, il y avait des fenêtres avec des espèces de trous, des alcôves. Et c'était cette temps-là que je me suis réfugié avec Martin Blais, qui était le preneur de son à ce moment-là. Grande confusion, ça c'est certain. Il y a quand même une quinzaine de balles qui ont été échangées près de nous, en notre direction. Tout ça, on était protégés. On les voit, les alcôves, de l'autre côté. Une quinzaine de balles qui est venue de notre côté. Là, on ne savait vraiment plus quoi faire. Après, le premier coup de feu, c'était l'odeur. Mais sur le coup, on s'est dit, bon, peut-être c'est des chaises qui sont tombées ou quelque chose comme ça. Et dans un parlement comme ça qui est rempli de marbre, ça fait beaucoup de bruit. Et c'est après qu'on a senti la poudre à canon, qu'on s'est dit, là, il se passe quelque chose, mais combien sont-ils? Ah oui, c'est ça. Oui, parce que sur le coup, il y avait énormément d'inconnus. On entend le bruit assourdissant des balles. Est-ce que, devant tous les scénarios possibles, est-ce qu'il y a eu un moment où vous avez eu peur? Très bonne question. Pour ceux qui me connaissent, j'avais perdu ma fille de 11 ans. Puis, il y était un moment où je lui parlais. Je lui disais, gars, je m'en viens, c'est sûr. Je peux pas m'en sortir de celle-là. J'avais connu des situations en tant que caméraman un peu partout dans le monde, mais près de chez nous, dans le Parlement, ça me semblait comme un peu trop. Puis, je me suis dit, je pense que c'est là que ça va se terminer. Et malgré ce moment extrêmement dramatique-là, votre réflexe était quand même de continuer à faire votre travail, de continuer à filmer. Oui, je me demande pourquoi. Et je me suis dit, bon, j'avais une caméra sur les genoux, mais ma plus grande crainte, c'est que on peut demander à la caméra d'allumer la lumière en même temps qu'on se met à enregistrer. Et j'étais dans ce mode-là, mais je voulais m'assurer que si je partais la caméra, que la lumière ne s'allumerait pas et que ça ne causerait pas, mettons, de savoir où on est. Alors, ça me pris un petit peu de temps là, avec la main sur la lumière pour m'assurer que ça n'attirait pas l'attention. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à tourner, mais de façon assez large. La caméra ouverte large, je ne regardais pas dans la caméra, j'essayais de suivre. Ouais. Oui. Comment vous avez fait finalement pour sortir du Parlement? Est-ce que vous avez été évacué? Ouais, ça a été une longue journée. On est sorti à 22 heures le soir. On De sait que 10 c'est heures le arrivé aux matin jusqu'à alentours 20... de 10 Donc, heures. pendant 12 heures de temps, vous êtes resté à l'intérieur? Oui, oui. Comment ça? On était, ben moi, comme on a vu, je pense, sur les photos, les images tantôt, ben, vous voyez les gens dans les autobus, il est tard quand même. Là. Oui. Nous, on est apportés à l'aile ouest. On avait une députée qui allaitait. On avait quelques touristes. On était un petit peu mélangés. Finalement, l'équipe tactique nous a apportés complètement à l'aile est. Et là, on était dans une salle de comité. On devait être 200 dans la salle de comité, tous collés uns sur les autres. Il y avait des députés, il y avait des employés de la Chambre, il y avait des employés du Parlement, il y avait des touristes, il y avait de tout. Et c'est à 22 heures qu'on nous a dit qu'on pouvait, que le Parlement était sécurisé et qu'on pouvait sortir. Comment vous vous sentiez pendant cette journée-là, après avoir justement eu l'impression d'échapper au pire, finalement? Oui. Il y a deux sentiments. Il y a le professionnel qui a des images qui ne peut pas les montrer. Oui. J'étais assis sur mes images, j'avais aucun moyen de les envoyer parce que j'ai tout essayé, même de filmer ma caméra avec les images qui tournent, mais la police avait comme brouillé les cellulaires. Ensuite, pour la personne, eh bien, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotion parce que dans cette salle-là, c'est pas tout le monde qui est capable de relaxer un petit peu. Il y avait des gens qui paniquaient, il fallait parler à des gens doucement, il y avait des enfants. Moi, je me suis un peu attardé à faire le tour, puis essayer de parler, puis changer un petit peu d'idée. 10 ans plus tard, Jean, ça va faire une décennie ce mardi depuis cet événement-là. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie? Je ne sais pas. La question a été posée à Martin tantôt. Puis je veux dire, ça change quelque chose, c'est sûr. Peut-être qu'on regarde la vie de façon différente. On se dit, bon, dans mon cas, j'ai pris beaucoup de chance pour aller prendre des images. Ça se passe chez vous. Tu as ta famille qui t'attend pendant ce temps-là. Tu as ta conjointe qui t'attend, puis qui veut avoir des nouvelles, puis tu peux pas en donner, puis ils savent pas ce qui se passe. Puis je pense qu'il y a un moment donné où il y avait une erreur en ondes, puis Patrice avait dit que j'avais été touché.
C'est difficile pour ces gens-là aussi. C'est à eux que tu penses le plus. Quand tu reviens au bureau, là, c'est le débrief qui commence. Puis, bon, tout le monde veut savoir, tout le monde veut en parler. Ça change. On peut pas passer au travers de ça. Ça change un petit quelque chose qui s'accumule avec le restant de la carrière. Oui. Quand vous en reparlez aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que ça vous fait du bien d'en parler ou est-ce qu'au contraire, ça vous replonge dans ces émotions-là? Ça replonge. Oui. Ça replonge dans les émotions. Mais au bout de la ligne, ça fait partie, comme tu l'as dit tantôt, je suis à la retraite maintenant, fait que ça fait partie d'un chapitre. Et j'avais essayé de fermer ce chapitre-là plus facilement, mais on dirait qu'avec le départ à la retraite, c'est tout le chapitre qui se ferme. Toutes les situations, tous les beaux moments, les moins beaux moments, et ça en fait partie des mauvais moments. Ouais. C'est comme tu fermes la feuille, puis ensuite tu fermes le couvert du livre. Et je pense que ça peut aller. Mais Jean Brousseau, ça nous fait quand même très plaisir d'avoir pu vous revoir ce matin, parce que je le disais, vous êtes retraité de Radio-Canada, vous venez de l'évoquer, mais ça fait quand même très plaisir, même si c'est pour parler d'un sujet aussi difficile, d'avoir pu vous voir le visage ce matin. Puis on espère vraiment que vous allez vivre cette semaine avec toute la sérénité possible. Merci beaucoup d'avoir partagé ces moments-là avec nous. Content de te revoir, Geneviève. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.